Bonsoir à tous. On est ravis de tous vous accueillir pour cette conférence qui est donnée donc par l'IFSA, dont je suis la présidente, et donc qui aura pour thème la traque à fût, qui est un mode de chasse dont va vous parler Monsieur Jonathan Fischbar, qui est responsable environnement à l'ONF. Donc on est ravis d'accueillir aussi. Et donc sans plus attendre, je vais lui laisser la parole afin qu'il puisse parler de ce sujet qu'il maîtrise très très bien. Merci beaucoup encore d'être là. Merci. Bonsoir. J'ai encore rien dit. Je vais vous parler d'un retour d'expérience sur mon ancien poste. J'étais responsable chasse à Sarrebourg pendant 11 ans, de 2013 à 2024. Je suis responsable environnement maintenant sur l'agence ONF Nord-Alsace. Euh, donc, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé et vous faire un retour d'expérience sur le retour à l'équilibre forêt-gibier sur certains lots de chasse sur le massif de Bitche dans les Vosges du Nord. Je vais vous présenter tout ça avec l'association des forestiers chasseurs de Bérental, qu'on va appeler AFCB, où nous avons officié donc, sur la forêt domaniale de Hanau 1, sur l'agence de Sarrebourg. Alors, ce retour d'expérience n'aurait pas été possible sans la confiance et le soutien du directeur d'agence, Franck Jacquemin, qui a fait beaucoup pour nous et qui nous a bien aidés et qui nous a fait confiance surtout. Et surtout, bah, on est une association, donc ce n'est pas une personne, c'est une quarantaine de membres qui se sont investis pendant les 9 ans où on officie sur les différents lots qu'on a eus. Donc, c'est un travail collectif, je tenais quand même à le préciser. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça dans le détail. Le contexte d'abord pour commencer. Voilà. Donc, pour le contexte, petite présentation du contexte. Où est-ce qu'on est intervenu? Pourquoi est-ce qu'on est intervenu? Donc, l'agence de Sarrebourg englobe la partie la plus au nord du département de la Moselle, les Vosges du Nord, le massif de Bitche. C'est à peu près 25 000 hectares de forêt, notamment avec un camp militaire qui fait plus de 3 500 hectares, 20 000 hectares de forêt domaniale très regroupée, donc c'était une chance pour nous, et un peu de forêt privée aussi, quelques 3 000 hectares. Donc, zone très boisée, un massif qui est à cheval sur plusieurs départements, donc entre la Moselle et le Bas-Rhin. Euh, c'est un sol gréseux, donc on est sur du substrat gréseux, donc c'est un sol qui est pauvre, qui est sableux, qui est acide. Donc forcément derrière, vous avez une croissance des végétaux qui est lente, notamment des arbres, et vous avez un nombre d'essences qui est très limité. En essence stationnelle, on a plutôt le chêne, le hêtre, le pin. On a un peu de sapin, mais qui est en limite d'air, donc ça va jouer quand on verra un peu plus loin dans le déroulé de l'exposé. En 2014, même avant, on constatait peu de régénération, peu de fourrés. Il y avait manifestement un problème. Je ne vais pas vous donner le problème tout de suite, vous allez le découvrir par vous-même. On arrivait à avoir de la régénération et d'autres essences que dans les engreillagements. Donc les engreillagements, c'était absolument nécessaire. Tout le reste était très clair. La végétation était très claire, les peuplements. Quelques illustrations pour vous montrer. Donc voilà, un peuplement de hêtres dans les Vosges du Nord. Donc le hêtre, forcément, c'est une essence où il n'y a pas forcément beaucoup de lumière. Donc forcément, au sol, vous n'avez pas beaucoup de végétation. Mais néanmoins, il n'y avait rien du tout, même sur les bords de chemin. Donc ça, c'est juste un aperçu. C'est vallonné, les Vosges du Nord. Pardon. Donc, dans la zone noyau, le gros problème qu'on avait, c'était l'écorçage de toutes les essences qui étaient présentes et qui n'étaient pas protégées. Donc là, vous avez un hêtre qui est écorcé, donc jusqu'à des hêtres qui faisaient un diamètre de 50 centimètres. Donc c'est très problématique puisqu'un peuplement de hêtres de 50 de diamètre, il est à 120 ans, 150 ans. Quand il est écorcé, bah, il faut le récolter tout de suite et il perd très vite de la valeur. Les épicéas, n'en parlons pas, ils étaient également tous écorcés. Et donc, il n'y avait strictement rien, enfin en termes forestiers, on pouvait strictement valoriser aucun bois à sa juste valeur. Ça ne pouvait pas être du bois d'œuvre à cause de l'écorçage du cerf. Ça, c'est un chemin avec un engrillagement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que moi je vois. Alors, l'ONF, on a beaucoup de moyens, vous voyez, on entretient même au lamier les engrillagements. Non, ce n'est pas nous, c'est du hêtre qui pousse dans les engrillagements et tout ce qui dépasse est systématiquement consommé. Pour vous donner un peu l'état de la végétation et de la pression. Si on regarde encore une autre photo, là vous avez ce que le commun des mortels pourrait dire des petits arbres. Ce sont des petits sapins. Pour nous, ce ne sont pas des sapins, c'est dans un engrillagement qui n'était pas étanche. Donc on voit bien que ce n'est pas la forme normale d'un sapin. euh, Parce qu'il y avait des abrutissements répétés, et donc la végétation n'arrivait pas à monter.
Et donc ça, c'est le constat de départ. Alors, si on regarde un peu plus à l'échelle du massif, ça, c'est la carte des lots de chasse d'Omagno, donc dans le massif de Beach, sur les Vosges du Nord, dans partie mosellane. Donc, on voit plusieurs couleurs. Alors, les numéros, c'est les lots de chasse, hein, c'est juste découpé comme ça. Et à partir de 2014, on a mis au point un indicateur très facile et très empirique d'observation de la pression du gibier au niveau du martelage, c'est-à-dire qu'on demandait à nos équipes de martelage, quand ils étaient sur le terrain, ben, d'aller donner une note qui allait de 0 à 3 en fonction de la pression qu'il y avait sur la flore, en fonction des essences qui étaient présentes. Quand les essences appétantes, comme par exemple le sapin ou le charme, étaient consommées, ce sont des essences appétantes, s'il n'y a qu'elles qui sont consommées dans une petite mesure, dans une moindre mesure, bah, un indicateur faible, pardon. C'est le PF 0 ou 1. PF2, ça veut déjà dire qu'on est dans une pression qui est déjà assez forte sur les essences appétantes. Et PF3, c'est la pression maximale, c'est-à-dire également les essences non appétantes qui sont consommées, comme le hêtre et comme l'épicéa, qui normalement ne sont pas consommées. Donc, si on regarde la carte de répartition pour l'année 2014 des parcelles qui ont été martelées, on voit bien qu'ici, dans ce secteur, donc en bas à droite de l'écran, vous avez une concentration de parcelles où la pression est maximale. Dans le reste du massif, c'est pas forcément joli, mais la pression est quand même légèrement inférieure. Donc, le nerf du problème, le nerf de la guerre, il se situe là en bas, dans la forêt domaniale de Anneau 1 et Anneau 2, où on est intervenu. Alors, intervenir, on va voir comment. Quelques images encore. Donc, encore un élément de contexte. Quelles sont les populations? On sait qu'il y a beaucoup de cerfs. Si on regarde les réalisations des tableaux de chasse que vous avez ici en histogramme, donc on voit qu'en 2004, on était à une centaine d'animaux qui étaient prélevés sur l'ensemble du massif domanial, donc sur 20 000 hectares. En 2013, on avait déjà dépassé les 250, donc on avait une population, enfin un prélèvement qui était en augmentation et une population aussi qui était en augmentation. Si on regarde la courbe que vous voyez ici, c'est le résultat des indices nocturnes. Donc les indices nocturnes, c'est un indice de changement écologique qui est validé scientifiquement. On a tendance à appeler ça des comptages, mais ce n'est pas des comptages. En fait, on fait une répétition, 4 répétitions de parcours en 4x4 où on éclaire de part et d'autre sur les mêmes circuits d'année en année qu'on répète. Et on fait donc la moyenne. Et donc, on a un nombre moyen d'animaux vus au kilomètre éclairé et qui est normalement reflète l'évolution de la population année après année. Et si on regarde l'évolution de cet indice entre 2004 et 2013, on voit bien qu'il a tendance à augmenter. Alors cet indice, il est fiable et pas fiable. Vous voyez qu'il y a des très fortes variations qui ne peuvent pas expliquer une modification, une variation de la population, tout simplement parce que les, euh, les locataires de chasse n'avaient pas forcément intérêt à ce qu'on voit tous les cervidés et que l'indice continue d'augmenter proportionnellement à la population. Donc, ce n'est pas forcément un indicateur qui est fiable. Nous, forestiers, on regarde principalement, notre principal indicateur, c'est la végétation et l'état de la végétation. Il n'y a que ça qui marche, puisque on ne peut pas dénombrer une population. Donc, on a vu l'état de la forêt, on a vu que manifestement, il y avait trop de cervidés. Donc, il fallait agir. Et pour agir sur ce lot en particulier, on a profité des relocations des lots de chasse domaniaux en 2016, puisque les lots de chasse domaniaux sont reloués tous les 12 ans, avec un bail de 12 ans pour la plupart. Donc, ça laisse une certaine sécurité pour les chasseurs, pour les locataires de chasse, mais ça laisse aussi le propriétaire ou le gestionnaire bah, lié avec son locataire pendant 12 ans. Et donc, pour intervenir, c'est assez compliqué. Donc, on a profité de la relocation pour changer complètement la donne. Au niveau national, la donne a aussi été clairement changée, puisqu'il a vraiment été pris le parti, cette fois-ci, pour ces relocations-là, que la forêt primait avant le gibier. C'est-à-dire qu'il fallait un retour à l'équilibre forêt-gibier partout, dans toute la France, hein. La situation était catastrophique sur la forêt domaniale de Hanau 1, mais elle était aussi catastrophique dans beaucoup de départements, dans beaucoup de forêts domaniales. Donc là, clairement, au niveau national, à l'occasion de ces relocations, dès 2014, la directive a été donnée, c'est la forêt avant le gibier, à l'instar de nos homologues allemands qui avaient fait ça déjà un peu plus tôt. Donc, on a suivi le pas et donc on a dû trouver des solutions. Donc, on a déjà annoncé en 2014
à l'ancien locataire de ce lot de chasse qu'on n'allait plus lui relouer son lot de chasse et qu'on n'allait même plus le remettre en location. Le risque, quand vous remettez un lot qui est très giboyeux en location, le risque, c'est que quelqu'un d'autre le reprenne et continue à avoir une belle population de cervidés au détriment de la forêt. Donc, le choix a été fait de ne pas le remettre en location et il a fallu, pour ce faire, après, trouver une solution alternative pour restaurer l'équilibre forêt-gibier rapidement. Alors, vous allez me dire, c'est très facile, non? Quand il y a beaucoup d'animaux, pour restaurer l'équilibre forêt-gibier, on peut se dire que c'est très facile, il suffit d'enlever les animaux, non? Comment peut-on faire? Je vous écoute. Vous avez 1 heure. Augmenter la pression de chasse, c'est exactement l'inverse qu'on a fait. Alors, ça peut paraître un peu aberrant, mais je vais vous l'expliquer en détail pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait. Mais c'est effectivement la solution à laquelle on pense, c'est augmenter la pression de chasse. C'est les protections sur la régénération, mais ça va coûter pas mal. Ce n'est pas le choix du tout qui a été fait, ça. Forcément, on est gestionnaire, on veut restaurer l'équilibre forêt-gibier, on ne veut pas protéger plus. Ça, c'est une demande des chasseurs, par contre. Augmenter l'efficacité de la chasse. C'est une bonne remarque et c'est une bonne solution. Après, il faut encore arriver à le mettre en œuvre. Et arriver à le mettre en œuvre, c'est vraiment pas aussi évident. Alors, on a de la chance, on était beaucoup de têtes pensantes et donc on a pu trouver des solutions. Mais déjà, rien que l'annonce en 2014 au locataire de lui dire qu'il n'aurait plus sa chasse, ça a eu un effet. Vous voyez, pour 2015, 2014 et 2015, les prélèvements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté parce que forcément, on leur a dit qu'on ne relouait plus leur lot de chasse, donc ils le perdaient. Donc, ils ont augmenté un peu les prélèvements. Donc, déjà, ça a eu un effet positif, mais ce n'est pas facile. Quand vous êtes sur un substrat très pauvre, la végétation, elle met extrêmement longtemps à réagir. Donc, ce n'est pas 2 ans qui allaient suffire à rétablir l'équilibre forêt-gibier. Mais en tout cas, on avait déjà une forte augmentation des prélèvements, donc il ne fallait plus qu'on continue. Donc, les objectifs, c'est déjà d'arrêter l'artificialisation. L'artificialisation, c'est quoi? C'est que la forêt serve comme un parc à avoir du gibier. L'objectif, c'est qu'on retrouve un équilibre naturel, c'est-à-dire entre des animaux et un milieu, ce qu'on appelle l'équilibre forêt-gibier. On voulait une baisse des populations. Alors, on savait qu'il y avait beaucoup de cerfs, qu'il y avait beaucoup de sangliers. On ne savait pas à quel niveau, c'est impossible de savoir à quel niveau. On savait juste qu'il y en avait trop et que la végétation ne pouvait pas le supporter. Donc il fallait absolument baisser les populations. Il fallait maîtriser les coûts aussi. On aurait pu juste protéger plus, protéger mieux, mais ça réduisait fortement l'expression de la biodiversité. Ce n'est pas le choix qui a été retenu. C'est un choix économique et c'est un choix écologique pour moi. Et après, maîtriser les coûts, c'est maîtriser les coûts aussi. Un lot de chasse, ça rapporte à son propriétaire puisqu'on loue la chasse. Si vous coupez le revenu, il faut que ça rapporte d'un autre côté. Donc le choix a été fait de faire de la forêt et pas de la chasse, pas du gibier. Donc il a fallu trouver une solution aussi qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Ça coûte forcément quelque chose. Et il fallait aussi que ça apporte quelque chose à l'entreprise, à l'ONF, qu'on monte tous en compétences pour montrer aussi qu'on pouvait y arriver. On est forestier, on n'est pas forcément chasseur. Moi, je suis arrivé à l'ONF, j'étais chasseur et pas forestier, mais c'est pour ça que j'ai été embauché comme responsable chasse et pas comme forestier. Mais voilà, l'objectif, c'était qu'on monte tous ensemble en compétences, donc les participants internes à l'ONF. Donc, on pouvait chasser 3 jours sur temps de travail pour que justement tous les collaborateurs de l'ONF puissent participer et puissent être sensibilisés au retour à l'équilibre forêt-gibier. Et puis après, monter en compétences, la solution qu'on a retenue, c'était une solution qui, il y a une dizaine d'années, n'existait pas encore vraiment. Elle était au balbutiement. On a beaucoup travaillé avec le réseau Tracafu Gestion Intégrée, que vous connaissez pour certains, puisque vous avez déjà rencontré certains de ses membres. On a beaucoup travaillé avec les forestiers du Luxembourg, d'Allemagne, avec nos autres collègues de France, pour justement qu'on monte en compétences tous ensemble et qu'on partage les bonnes expériences. C'est ce que je vais vous présenter maintenant, puisque pour l'instant, on a juste présenté le contexte. On avait une forêt très dégradée, on avait des populations importantes. Il fallait trouver une solution. La solution qu'on a retenue avec mon directeur de l'époque, c'était de faire une association de forestiers chasseurs. Alors, tous les mots comptent. C'est une association de forestiers chasseurs à ne pas confondre avec une association de chasseurs forestiers. C'est-à-dire qu'on est d'abord forestier et après chasseur, et on n'est pas chasseur et après forestier. L'objectif n'est pas exactement le même.
On est des hommes, d'accord? On a tous une faiblesse. On s'habitue à voir des territoires très giboyeux. On s'habitue à voir du gibier, à inviter des amis pour venir à la chasse et qui puissent tirer, qui puissent prélever des animaux. Le jour où vous repassez à un tableau qui est beaucoup plus réduit, voire insignifiant, il y a beaucoup moins d'attractions, il y a beaucoup moins de plaisir à venir pour certains. Je rappelle que la chasse, elle s'effectue, la chasse collective s'effectue principalement, enfin uniquement en automne et en hiver. Il faut quand même être courageux pour sortir tout le samedi dimanche par 2 ou 3 degrés sous la pluie tout le week-end juste pour espérer tirer un animal qu'on ne verra peut-être même pas. Donc voilà, il fallait garder ça aussi à l'esprit que bah, voilà, on a tous une faiblesse et on s'habitue à avoir beaucoup d'animaux. Et l'objectif, c'était qu'on se réhabitue à voir moins d'animaux, mais à voir aussi plus de forêts. Donc, on a choisi un duo, l'association de forestiers chasseurs de Bérental qu'on a créée à cette occasion-là. Et en même temps, on a loué la partie Brame, c'est-à-dire du 1er août au 15 octobre. On a loué la chasse à un locataire de chasse qui venait juste pour le plaisir, sans aucune contrainte. Il avait la réglementation à respecter. Il pouvait tirer tout ce qu'il y avait au plan de chasse dans la limite de la réglementation. Mais voilà, il louait pour aller chasser tranquillement pendant le Brame, pour aller prélever des cerfs d'âge mûr. S'il voulait, il pouvait prélever des sangliers et des chevreuils aussi, mais il n'y avait aucun objectif. C'était la partie plaisir, et nous, l'association, on s'occupait de la partie quantitative. Et donc, quand on, quand on a été créé, il a fallu trouver une méthode de chasse qui soit plus efficace, comme vous l'avez dit, sans forcément augmenter la pression, parce qu'on verra l'effet pervers de l'augmentation de la pression. Et en complément de la chasse individuelle. Pourquoi en complément de la chasse individuelle? On est dans des départements à droit local. En département à droit local, on chasse beaucoup à l'affût, donc beaucoup en chasse individuelle. Le sanglier ouvre le 15 avril, le chevreuil, le brocard ouvre le 15 mai. Il y a beaucoup de chasseurs qui chassent pratiquement que en chasse individuelle, donc soit au mirador, soit à l'approche. Et donc, c'était quelque chose qui était demandé par nos membres. Vous avez des membres, bah, ils sont volontaires. Donc, il faut aussi jouer sur l'aspect humain. S'ils veulent aller à l'affût, il faut aussi pouvoir les laisser à l'affût et trouver une autre méthode pour réaliser les plans de chasse et prélever des animaux. Parce que la chasse individuelle, ça ne permet pas de réaliser suffisamment de tirs pour réguler complètement. On le verra après sur quelques petits chiffres. Alors, je vous promets plein de choses, hein, je vous dis toujours, on va le voir après, mais il y a un petit déroulé. Donc, la chasse individuelle versus la chasse collective, qu'est-ce que ça peut apporter? Quelles sont les différences? Donc, la chasse individuelle, c'est une chasse passion, c'est une chasse où on est libre, chacun sort tout seul. Chez nous, le résultat, il a fallu entre 10 à 15 sorties par personne pour pouvoir prélever un animal. Donc, ça veut dire que si vous sortez 10 fois, vous pouvez tirer une fois. Si vous sortez 10 fois à l'affût, il faut sortir 10 soirs, par exemple, pour pouvoir prélever un animal. Vous n'avez pas d'autre opportunité. Parce qu'on ne voit pas d'animaux. Malgré les densités, on ne voit pas forcément les animaux. Voilà. La chasse collective, il y a un objectif de résultat quantitatif. L'objectif, c'est de faire un tableau. Euh, En 2025, il fallait 2,3 balles en moyenne sur une cinquantaine d'animaux. Il fallait 2,3 balles pour avoir un animal tué. D'accord? Donc, ça, au niveau national, avec une méthode plus classique qui est la battue traditionnelle, il faut entre 5 à 7 balles par gibier tué. Nous, on est à 2, 2,3 suivant les années. Ça dépend du nombre de sangliers, parce que c'est pas équivalent entre le sanglier, le cerf et le chevreuil. Après, on en a parlé, la pression de chasse. La pression de chasse, elle induit un dérangement. Un dérangement, les animaux, s'ils sont dérangés, ils vont se réfugier où? Là où il y a une remise, donc un fourré, une régénération, là où il y a du couvert. Donc, ils sont susceptibles de faire plus de pression encore dans ces milieux-là. Donc, l'objectif, c'est pas de les déranger, les animaux. L'objectif, c'est de les déranger le moins possible. Et quand on les dérange, c'est qu'on les prélève. Donc, la chasse individuelle, elle entraîne forcément du dérangement. Le chasseur, il va faire attention, on va le voir juste après, quand on dit qu'il s'adapte à la météo, il va faire attention au vent, par exemple, pour pas se faire vanter, pour pas faire fuir les animaux et d'avoir une chance de les voir. Mais quand même, les animaux, ils vont quand même sentir l'odeur de l'homme. Et on sait très bien que le fait de sortir à l'affût, ça provoque du dérangement et les animaux se méfient. Donc nous, par exemple, on interdisait de sortir à l'affût en chasse individuelle 15 jours avant les opérations de chasse collective.
Les chasses collectives, au contraire, nous, ce qu'on a choisi, c'est d'en faire très peu. C'est 4 à 6 opérations de 3 heures uniquement maximum. Donc ça reste très condensé dans le temps, mais quand on ne vient pas pour soulever les cailloux, on vient pour faire le job. Donc 4 à 6 journées de chasse de 3 heures maximum, 3 heures en début de saison, 2 heures et demie, voire 2 heures en fin de saison, puisque les animaux s'habituent très vite au dérangement et ils savent très bien que quand il y a un 4x4 qui rentre dans la forêt au mois de décembre, c'est pas bon signe. Donc voilà. Donc la chasse à l'affût, elle peut se faire toute l'année. La chasse collective, pour faire le résultat, on a 3 mois et demi à peu près pour faire le travail. La chasse individuelle, on s'adapte à la météo, c'est-à-dire il fait soleil, il y a un vent du nord, donc on va essayer de choisir, il fait froid, on va aller dans un endroit qui est à l'abri du vent, à l'abri du vent, oui, et qui est bien ensoleillé pour que justement on ait le maximum de chances de rencontrer des animaux. Quand on chasse en chasse collective, surtout dans l'est de la France, ben, on décide qu'on va faire une traque, c'est-à-dire une enceinte, mais on ne sait pas si les animaux sont dedans, parce qu'on ne s'adapte pas forcément aux animaux et on ne s'adapte pas à la météo. Quand on arrive et qu'on encercle une enceinte, ben, il y a du vent, il y a forcément un vent qui vient d'un côté, donc forcément les animaux vont nous vanter. Donc, quand on a une chasse collective, on ne s'adapte pas à la météo, c'est un facteur à prendre en considération. Le facteur à prendre en considération aussi, si on veut du résultat, en chasse individuelle, on peut tirer proprement, on peut faire, il n'y a pas besoin de tirer 10 balles pour avoir un gibier prélevé. Généralement, on tire une balle et le gibier, on arrive à le tuer proprement. En chasse collective, je vous ai donné les statistiques, 5 à 7 balles au niveau national pour tirer un sanglier ou un chevreuil ou un cerf. Donc c'est beaucoup plus hasardeux. Donc si vous voulez faire un prélèvement de 100 animaux, il faut vous dire qu'il y aura 500 à 700 cartouches, enfin 700 balles qui vont être tirées. Ça commence à devenir, à sentir un peu le camp militaire, quoi. Donc, c'était aussi un facteur à prendre en compte. Quand vous êtes en chasse individuelle, vous avez 10 animaux devant vous, ils sont en train de manger et ils ne vous ont pas vu, forcément, s'ils sont encore devant vous, vous avez le temps de choisir. Quand vous êtes en chasse collective, les animaux, généralement, ils sont dérangés, soit ils sont pas, soit ils sont trop, soit au galop. Pour faire de la sélection, c'est déjà plus difficile. Donc, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Si on veut avoir du résultat, il va falloir jouer là-dessus. Et après, la grosse différence, et c'est quelque chose que les chasseurs qu'on connaisse bien, vous êtes sur un mirador à l'affût, vous avez une prairie devant vous, vous allez surveiller 2 hectares, par exemple. Vous allez avoir un champ de vision de 2 hectares, donc s'il y a quelque chose qui passe sur ces 2 hectares, vous le verrez. Par contre, vous avez 20 miradors sur votre territoire qui fait 1000 hectares. Donc vous avez 20 miradors, vous surveillez 2 hectares par mirador, ça fait 40 hectares que vous surveillez et vous avez la possibilité de prélever. Par contre, sur les 960 autres, il n'y a aucune pression de chasse. La chasse collective, bien au contraire, elle, on va avoir un effet global sur l'ensemble du territoire et on pourra prélever des animaux un peu partout, où qu'ils soient. Donc ça aussi, c'était à prendre en compte. On a beaucoup réfléchi, comme vous voyez, on y allait très doucement au début et on a bien réfléchi. Donc vraiment, ce qu'on voulait, et vous l'avez dit, c'est une recherche d'efficacité, mais en prenant en compte beaucoup de paramètres et que ça ne nous coûte pas cher. On voulait rechercher l'efficacité, mais on voulait réduire le dérangement occasionné par la chasse. On voulait éviter que les animaux sortent de l'enceinte avant la mise en place des posters. Forcément, si vous voulez chasser et que les animaux s'en vont, avant que vous soyez en place, bah, la possibilité de faire un résultat, elle est bien moindre. Et à la chasse, la première chose qu'on vous dit le matin au rond, c'est quand vous sortez des voitures, vous ne faites pas de bruit, vous ne parlez pas, vous ne claquez pas les portières pour pas effrayer le gibier. Même avec ça, le gibier, il vous sent, il a très vite compris. Donc ça, c'était aussi un objectif. C'est permettre aussi le prélèvement de plusieurs animaux dans un groupe. Vous êtes posté, vous ne voyez rien devant vous, vous avez le droit de tirer que derrière vous, vous êtes sur un chemin où vous avez 3 postés sur les 100 mètres à gauche, un chemin à droite avec 3 postés également. Vous entendez les chiens devant vous qui aboient contre le gibier, qui mènent sur des sangliers. Vous entendez les traqueurs qui vous annoncent attention, sanglier devant, sanglier devant. Vous êtes là, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et tout d'un coup, il y a 25 sangliers qui passent entre vous et votre voisin. Vous devez garder un angle de sécurité et vous devez tirer un animal en le tuant et pas en le blessant. Et vous avez 5 mètres pour le faire. Alors, on y arrive, plus ou moins bien,
mais ce n'est pas efficace. Tirer 2 animaux, il y en a certains qui arrivent. 3 animaux, c'est déjà plus rare. Donc, pour l'efficacité, ce n'est pas terrible non plus. Donc, nous, on s'est dit tout de suite dans notre cahier des charges, on veut trouver une méthode où on arrive à prélever plusieurs animaux dans un groupe. Quand vous avez 25 animaux qui sortent soit en début de la traque, sans qu'on puisse les chasser, ou alors qui sortent au même posté et que soit le posté n'est pas prêt, soit il ne peut pas tirer dans des bonnes conditions, bah dans ce cas-là, votre efficacité, elle est de zéro. Donc, pour permettre de tirer dans de meilleures conditions, il faut qu'il n'y ait pas de voisins. On l'a vu, notre territoire est légèrement vallonné, donc on a profité du relief pour placer les fusils, donc les postés, dans des zones où il n'avait pas de voisins. Deuxième des choses, il faut que le tir soit fichant. On a dit on risquait de tirer beaucoup pour avoir des prélèvements importants, donc il fallait aussi que le tir soit le plus en sécurité possible. Il fallait aussi qu'il y ait une meilleure visibilité de l'environnement. Je l'ai dit avant, si on est placé sur un chemin, qu'on a un couvert devant nous, une remise devant nous, une remise derrière nous, qu'on ne voit pas les animaux arriver, on n'a pas le temps de décider, on n'a pas le temps de se préparer. Nous, on a dit, c'est 50 mètres minimum de visibilité à 360 degrés. Comme ça, au moins, on voit les animaux, on les laisse s'approcher, et quand ils sont à bonne distance, à bonne position, on peut tirer et on peut doubler, tripler, quadrupler. Pas sur le même, si possible. Si on arrive à le tuer du premier coup, bah, c'est mieux. Mais après, c'est pour permettre de prélever plus d'animaux dans un groupe. Et ça marche, je peux vous le dire. Et puis après, ce qu'on voulait aussi, c'est avoir une vitesse des animaux qui est plus faible. Si vous avez des sangliers qui courent à 50 km/h et qui sont en plus proches de chez vous, que vous n'avez pas le temps de vous préparer, c'est plus difficile de les toucher que si vous avez un animal qui vient au pas et que vous voyez arriver dans une grande distance. Donc, on voulait aussi éviter que les animaux soient trop pourchassés par les chiens, mais on voulait plus les déranger. Les meilleurs tirs qu'on peut faire, généralement, c'est au début de la battue, quand on est en train de se placer, quand on ne chasse pas encore, quand les traqueurs ne sont pas encore en train de rabattre l'enceinte, mais que le gibier se dérobe. C'est-à-dire qu'il a entendu du bruit, il a senti que ça allait mal se passer pour lui. Donc là, il essaye de se dérober tranquillement, et c'est là qu'on arrive généralement à placer les meilleures balles, parce que justement, le gibier va moins vite et on se laisse moins surprendre. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'a pas choisi la battue traditionnelle, où on ferme des petites enceintes en se mettant tout autour avec plein de voisins, et que l'objectif, c'est de faire sortir le gibier qui est à l'intérieur de la traque et en éliminant toutes les zones interstitielles où le gibier pourrait aussi être. Puisque comment vous savez que là-dedans, il y aura le gibier et que le gibier ne sera peut-être pas là? Combien de fois c'est déjà arrivé à des chasseurs en battue traditionnelle? On s'est dit on allait faire cette enceinte-là et en se plaçant, bah, tout le gibier était juste à côté. Pas de bol. Alors, il y a des solutions, hein. Dans certains départements en France, on fait le pied, c'est-à-dire que le matin, on prend des chiens et on fait le tour des enceintes et on regarde où les animaux sont rentrés et ne sont pas sortis. Et on va chasser que l'enceinte où on sait qu'il y a des animaux. Ce n'est pas dans la tradition alsacienne, du droit local, en Alsace-Moselle. On choisit plutôt des enceintes qu'on pense favorables, mais on n'est pas toujours gagnant. Donc voilà. On n'a pas choisi cette méthode-là, mais vous l'attendiez, on a choisi la traque à fût. Alors, ces schémas sont issus d'un article de Connaissance de la chasse de janvier 2021. Le journaliste était venu nous voir parce qu'il avait entendu parler de la traque à fût. Il avait aussi poursuivi ses investigations à Avallon, chez Ludovic Fabre, qui aussi pratiquait la traque à fût. Et donc, il avait bien aimé notre mode de chasse, puisqu'en fait, nous, on a pris le parti, pardon, je vais un peu trop vite, on a pris le parti de fermer très grand, de fermer toute l'enceinte, de répartir les traqueurs, donc les personnes, les rabatteurs, ceux qui n'ont pas d'armes, mais qui vont déranger le gibier dans plusieurs secteurs, en petits groupes, avec pas forcément beaucoup de chiens. De toute façon, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on était un groupe de 3 à 5 traqueurs par tranche de 100 hectares. Donc 5 traques de 100 hectares, chaque fois 3 à 5 personnes, un ou deux chiens dans chaque équipe, juste pour déranger, et les fusils qui sont placés un peu partout. Donc là, c'est schématique. Maintenant, je vous donne le territoire. Qu'est-ce que ça donnait? Donc là, c'est qu'une partie du territoire. C'est une enceinte qui fait à peu près 400 hectares. On a au sud, on a la même enceinte qui fait 500 hectares. Et donc, on chassait ça en une fois, 400 hectares. On a changé de lot en 2022. On est passé sur un lot qui faisait 700 hectares. Et pendant 3 ans, on l'a chassé en une fois aussi, sur 700 hectares. Et on avait même prévu d'intervenir sur un lot, sur 1000 hectares en une seule opération. Ça aurait été parfaitement possible. Donc, on voit que c'est vallonné, il y a des chemins partout, on voit qu'il y a plusieurs secteurs de track avec le parcours des trackers qui est anecdotique. Les trackers changent à chaque fois, c'est très bien, il n'y a pas d'accoutumance, parce que c'est pareil,
Un tracker qui vient depuis 20 ans sur le même lot de chasse, il sait où sont les sangliers. Il les lève toujours là-bas. Mais en fonction des conditions météo, les sangliers ne sont pas toujours au même endroit. En fonction de la saison, ils ne sont pas toujours au même endroit. Donc là, avec des trackers qui sont chaque fois novices sur leur secteur ou qui ne le connaissent pas bien, ça fait un peu, c'est un peu de l'aléatoire à chaque fois et le gibier ne peut pas s'accoutumer. C'est ça aussi important, qui est important. On l'a dit, on ne voulait pas que le gibier s'en aille avant qu'on soit prêt. Comment on peut faire quand on chasse 400 hectares d'un seul tenant? La solution est toute simple, hein. D'abord, on fait partir tous les chasseurs qui sont sur les extérieurs. Puis après, quand ceux-là sont placés, on place les chasseurs qui sont un peu plus à l'intérieur. Et les derniers chasseurs qui rentrent dedans, ils rentrent pratiquement avec les trackers. Et généralement, quand les derniers rentrent dedans, rentrent dans la traque, comme elle fait 400 hectares, et ben les premiers chasseurs peuvent déjà tirer le gibier qui se dérobe. Et donc, il y a des fois où on a déjà tiré la moitié du tableau de l'opération. On l'a tiré avant que les trackers aient fait leur boulot. Si bien que les trackers, parfois, se posent la question, est-ce qu'ils ont encore besoin de traquer ou est-ce qu'ils peuvent aller directement au bistrot? Ça fait pas forcément une grosse différence, mais si. Et donc, l'objectif, c'était de passer au moins une fois dans chaque remise. Donc, c'est soit des engreillagements, enfin, c'était pour la plupart du temps des engreillagements, que vous voyez ici en violet. Donc, c'est des engreillagements. Et donc, le gibier se retrouvait piégé à l'intérieur, puisqu'ils n'étaient pas étanches. C'est des engreillagements avec principalement du sapin. Et donc, le gibier se retrouvait bloqué dedans. Donc, ce qu'on a fait aussi, on a tout de suite fait enlever ces engreillagements. Parce que le gibier, il trouvait de la bouffe et de la quiétude, puisqu'en fait, on n'arrivait jamais à les faire sortir. En enlevant l'engrillagement, bah déjà, on arrivait mieux à les faire sortir. Donc, l'objectif, c'était de passer 2 fois dans chaque remise pour éviter que les animaux, une fois que vous soyez passé, bah, un autre groupe d'animaux rentre dans la remise derrière vous. Ça aussi, c'est des phénomènes qui arrivent. Donc, on traquait ça pendant 3 heures et on faisait tourner le gibier. Et certains postés pouvaient tirer 4-5 fois et avoir un prélèvement très important de 4 ou 5 animaux. C'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des postés qui puissent prélever 4 animaux. Et donc, prélever beaucoup tout en chassant beaucoup moins. C'était vraiment l'objectif. Donc, la traque à fût, vous l'avez deviné, c'était un peu le titre. Le résultat, moins d'animaux, moins de pression sur la végétation. On va voir après quelques photos juste pour se faire des images. Mais très vite, on a baissé les populations. Le résultat aussi, on en a parlé avant, c'est moins de balles tirées, puisqu'on était à plutôt 2 balles, 2 à 2,5 balles par animal prélevé. C'est aussi mieux pour la sécurité. Mais même avec beaucoup moins de balles, on avait plus de prélèvements. Donc c'est très avantageux. Plus d'efficacité, ça veut aussi dire moins de dérangement. Qui dit moins de dérangement veut dire moins de pression sur la flore aussi, puisque si les animaux n'ont pas besoin de courir tous les week-ends avec des chiens derrière, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas beaucoup de dépenses, enfin ils ont moins de dépenses énergétiques et donc ils peuvent avoir moins de pression sur la flore. Et moins de chasse, plus de partage de l'espace. C'est un modèle qui est particulièrement adapté aux forêts périurbaines. Si vous chassez en forêt périurbaine, il y a tout le temps du monde. Si vous chassez beaucoup moins plutôt qu'une méthode traditionnelle où il faut 3 à 4 fois la même pression de chasse pour avoir les mêmes résultats, et ben en fait, si vous chassez moins, vous avez moins de problèmes aussi, vous avez moins de conflits d'usage. Donc c'est aussi quelque chose, un effet positif de la traque à fût. Alors, finalement, notre lot de chasse a été un lot de chasse un peu pilote, puisqu'il a permis d'avoir des effets connexe. Donc, il y a eu un effet sur la périphérie, forcément. Vous tapez dans le noyau, vous agissez sur le noyau de la population. Quand le noyau, vous coupez, vous fermez le robinet, il y a moins d'émigration d'individus. Et donc, forcément, les lots voisins, la population a aussi baissé. On a pu mettre en évidence, comme les études le montrent, de la compétition entre le cerf et le chevreuil. Et donc, on a pu mettre ça aussi en musique et le montrer aux chasseurs, parce que c'est toujours pareil. Vous faites une étude, la plupart des études ne sont même pas en France. Vous allez chez les chasseurs, vous leur dites, si vous faites ça, vous allez voir ça, ou le chevreuil il va réagir comme ça. Mais ce qu'on veut, ce que les chasseurs veulent, c'est une preuve locale. Il faut quelque chose qu'on connaisse, qu'on maîtrise, dans les mêmes conditions de chez nous. Il ne faut pas quelque chose d'étranger, donc il fallait quelque chose de local. On a pu aussi intégrer l'arrêt de l'agrainage de dissuasion dans le schéma départemental de gestion cynégétique en 2019. Donc, c'est surtout qu'on a montré qu'il n'y avait pas d'intérêt
pratiquer l'agrainage de dissuasion pour les dégâts aux cultures dans le massif de Beach, puisqu'il y avait pratiquement que de la forêt, très peu de cultures, il y avait que des prés, mais on sait que l'agrainage au maïs n'a que peu d'effet sur les dégâts sur les prairies, ce qui a entraîné une baisse des prélèvements de sangliers de 60% entre 2016 et 2021 au niveau du massif. L'arrêt de l'agrainage de dissuasion, plus la pression sur la chasse, au niveau de tout le massif, hein, on a quand même divisé les prélèvements par plus de deux. Donc ça a permis aussi au sol de se refaire et puis de réenclencher une dynamique forestière. Et bien sûr, ça a eu un rapport coût-bénéfice pour l'ONF, même si on avait le droit de chasser 3 jours en temps de travail et qu'on pouvait accueillir nos collègues de l'agence qui n'étaient pas forcément chasseurs ou même qui étaient chasseurs pour participer aux opérations de chasse. Il y a énormément de travail qui a été fait de manière bénévole sur notre temps libre avec les membres de l'association. Déjà, toute la conception, toute la réflexion, tout le positionnement des postes, la recherche des postes, ça ne se fait pas en 5 minutes. Quand on a un territoire, il faut le connaître. Quand on regarde, si je reviens sur la carte, les postes ne sont pas positionnés au hasard. Ils ne sont pas sur les chemins, parce que quand un gibier voit un chemin, voit un espace ouvert, il va avoir tendance à accélérer parce qu'il y a de la lumière. Il va plutôt profiter des corridors sombres. Donc déjà, on s'est mis sur toutes les coulées de gibier, c'est-à-dire sur tous les sentiers qu'utilise le gibier régulièrement, sur toutes les coulées de fuite. Et on a amélioré ça au fur et à mesure des différentes chasses. Dès qu'on savait à peu près où y passer, ben, on mettait un poste, on mettait un péage sur leur passage. En fait, on a juste essayé d'être très stratège et c'est ce qui a payé. Et donc, vous voyez, les postes sont vraiment répartis dans des zones où les chasseurs peuvent voir, peuvent tirer en toute sécurité, peuvent se concentrer sur le gibier et où le gibier va passer, forcément. C'était l'objectif. Alors, il y a certains postes qui n'ont pas forcément toujours marché, mais il y a d'autres postes où on était à peu près sûr qu'il y ait du gibier qui passe. Donc voilà, tout ce travail-là, de connaissances, etc., on a pu le faire parce qu'on était nombreux et parce qu'on a pu faire ça sur nos week-ends. On a pris le temps de le faire puisque l'ONF nous mettait à disposition un lot très giboyeux. Je vous parlais d'un effet de compétition entre le cerf et le chevreuil. Donc en 2016, quand on a repris le lot, on était à 8 cerfs de prélevés aux 100 hectares. C'est une valeur, hein, ce n'est pas un jugement. Et on était à 0,5 chevreuil, donc il y avait très peu de chevreuils. On avait une pression maximale sur le chevreuil, hein. La consigne, elle était simple. C'était de tirer tous les chevreuils qu'on pouvait tirer pour justement rattraper, retourner à l'équilibre forêt-gibier le plus rapidement possible. Et donc, au fur et à mesure des saisons, bah, le prélèvement a diminué en cervidés. Forcément, ceux qu'on enlève, ils ne sont plus là et la population a baissé. On est arrivé à peu près à 3 cerfs prélevés aux 100 hectares, ce qui est encore pour le territoire, par rapport au milieu, territoire très pauvre, sablonneux, acide, qui a encore beaucoup de trop. Et la population de chevreuils, paradoxalement, elle est remontée. On est arrivé aussi à 3 chevreuils prélevés aux 100 hectares. Donc en fait, le cerf, le fait qu'il y ait des fortes populations de cerfs, ça, c'était en compétition avec la population de chevreuils. Et donc, quand on a baissé la population de cerfs, on a tout de suite aussi baissé la population de chevreuils parce qu'on a relancé la dynamique par des tirs, justement, sur le chevreuil et par la disponibilité alimentaire qui avait légèrement augmenté. La dynamique de chevreuil s'est aussi réinstallée. Donc, la population a tout de suite réaugmenté et on a compensé tout de suite cette augmentation. Par contre, si vous regardez en pointillé, vous avez les courbes de réalisation cerfs dans le massif et en brun du chevreuil. On ne voit pas d'effet, il n'y a pas eu le même effet. Forcément, on a tapé dans le noyau, donc forcément, on a eu un effet significatif là-bas. Mais le reste du massif, donc sur 19, plus de 19 000 hectares, il n'y a pas eu le même résultat et surtout, il n'y a pas eu une pression sur le chevreuil. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on demande aux chasseurs, comme la population de cerfs a beaucoup baissé dans le massif de Beach, on demande aux chasseurs de faire attention au retour du chevreuil, puisque maintenant qu'il y a moins de compétition avec le cerf, puisqu'il est moins présent, le chevreuil revient aussi. Qu'est-ce que donnent les indices nocturnes, puisque c'était le seul indicateur qu'on partageait avec les chasseurs. Quand je dis qu'on partageait, c'est qu'on les faisait ensemble. Donc les indices nocturnes, toujours en 4-4, qu'on fait 4 répétitions avec les intervalles de confiance cette fois-ci. Donc en 2011, on était à ce niveau-là. Et depuis 2021 jusqu'en 2023, on était quand même plutôt stable, mais à un niveau complètement différent. Donc, on a vraiment eu un effet sur la population. Forcément, on a prélevé. Alors, il y a un petit gap ici parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Mais voilà, il y avait beaucoup d'incertitudes avant. Maintenant, l'incertitude, elle est quand même beaucoup.
plus raisonnée. Et on arrive donc à... Tout le monde partage le constat qu'il y a moins de cervidés, ça, il n'y a pas de souci. On a aussi eu un effet sur le chevreuil, alors même si ce n'est pas un indicateur de changement écologique qui est validé par l'OFB, je vous l'ai dit, on a prélevé plus de chevreuils sur notre lot de chasse, mais au niveau du massif, lors des indices nocturnes, on note tout ce qu'on voit. Donc là, vous avez le nombre moyen de chevreuils vus lors des indices nocturnes quand on faisait pour le cerf. Et en fait, on voit que le niveau était à peu près stable sur les années auparavant et que quand on a repris après le Covid, on voit clairement qu'il y a eu une augmentation des populations. Enfin, on ne va pas dire qu'il y a eu une augmentation des populations, c'est peut-être allé un peu trop vite, mais qu'en tout cas, on en voit plus. C'est la seule chose qu'on peut dire. Et ça, les chasseurs l'ont partagé. Ils l'ont dit qu'ils voyaient plus de chevreuils que de cerfs même. Parce qu'il y a une compétition entre le cerf et le chevreuil qui n'est pas à sous-estimer. On n'a pas beaucoup parlé du sanglier aussi, mais le sanglier, il a aussi un impact très fort sur le milieu et sur l'équilibre forêt-gibier. C'est même le premier qui a un impact. On pense souvent que le sanglier a un impact sur quoi? Ouais, mais en forêt, sur la fructification. Et ben en fait, l'impact sur la fructification, c'est pas le pire. C'est de loin pas le pire. L'impact qu'a le sanglier, c'est sur le sol. Il fait des vermilles, c'est-à-dire qu'il va chercher tout au long de la saison soit des glands, soit des vers, soit des racines. Et donc, il va remuer continuellement le sol. Quand vous avez des fortes populations, bah, elles remuent des hectares et des hectares. Et forcément, quand vous avez un sol qui est déstructuré, vous n'avez pas de semis qui peuvent s'installer. Et s'ils arrivent à s'installer à un instant T, si 2 mois après, il y a un sanglier qui passe, qui vermille, bah, vous n'avez plus votre semis. Votre semis, il a les racines à l'air, il sèche et c'est fini, c'est reparti pour un an. Donc en fait, en baissant la population de sangliers, on arrive aussi à avoir plus de semis. Si on arrive à avoir plus de semis, on arrive à avoir un bol alimentaire, une offre alimentaire pour les herbivores aussi qui est plus importante. Et donc on peut réduire par derrière la pression si il n'y a pas trop d'animaux derrière. Le problème, c'est toujours ça. Si vous avez un parc avec des vaches et que vous avez plus d'herbe, s'il vous reste une vache dedans, dès qu'il y a un brin d'herbe qui pousse, eh ben, il se fait consommer, ça paraît logique. Donc il faut réduire un maximum la densité d'animaux pour relancer la dynamique forestière et la dynamique, avec cette dynamique-là, on arrive à restaurer l'équilibre forêt-gibier. Alors, effectivement, on a fait beaucoup parler de nous parce on a tapé fort, on a tapé vite. Pour prélever rapidement et restaurer rapidement l'équilibre forêt-gibier, il fallait prélever beaucoup et dans un temps très court. Si on prélève juste l'accroissement ou un peu moins que l'accroissement, ben, on n'y arrive jamais. Donc là, l'objectif, vous avez vu, on a essayé de construire quelque chose d'efficace et on a réussi. Malheureusement, 20 ans après, alors je peux revenir un tout petit peu en avant pour vous montrer en 2004. Je n'ai pas ça sur mon graphique ici. Juste qu'on soit d'accord. Donc en 2004, on était à une centaine d'animaux sur les 20 000 hectares. On est monté à un maximum d'un peu plus de 300. Et donc en 2023, c'est déjà il y a 2 ans, c'était il y a 2 saisons. euh, je vais vous remontrer. Et donc en 2023, on est juste arrivé au même niveau qu'il y a 20 ans. On est à peu près à 100 animaux. Alors cette saison, là, le prélèvement a encore un peu baissé. Il est plus que de 80 sur le massif de Beach. Là, maintenant, il est stabilisé. On est à un niveau qui est supportable sur la forêt de Hano 1 et de Hano 2, dans le noyau. On est sur une population qui est stabilisée et à des niveaux qui sont compatibles avec un équilibre forêt-gibier. Alors, je vous l'ai dit avant, le seul résultat qu'on va regarder, et vous devez le savoir et vous devez absolument l'intégrer, le seul résultat, c'est la végétation. C'est toujours ça qui parlera. Très vite, on avait c'est même pas dû à l'association, c'est plutôt dû au premier travail du locataire avant de partir. On a pu sauver une régénération de pins qu'on se voulait s'obliger à engréager pour arriver à son terme, tellement il y avait de pression dessus. Très vite, le pin a réussi à sortir parce que, il y avait moins de pression d'herbivorie. Il y avait encore des problèmes d'installation qui étaient dus au sanglier, mais en tout cas en herbivorie, le pin on arrivait déjà à sortir un peu plus de pain. Donc très vite, on a pu abandonner l'idée d'engréager une régénération de pain. C'est déjà des économies. Et puis après, en 2023, souvenez-vous des photos que je vous ai montrées, hein, avec un engrillagement que vous voyez là sur la photo de gauche. Ici, il y a des ronces. Et
Elles sont peut-être consommées, mais en tout cas, il y en a beaucoup plus qu'avant. On parlait de hêtre avant dans l'engrillagement qui était consommé dès qu'il sortait de l'engrillagement. Là, on arrive de nouveau à avoir de la ronce en pleine lumière qui n'est pas forcément totalement abrutie. Idem, nos sapins qu'on a sortis des engrillagements, et ben maintenant, on voit, ils ont une pousse terminale. On arrive à faire du sapin sans protection. Et arriver à faire du sapin sans protection sur le pays de Beach, je peux vous dire qu'on en était loin avant. Puisqu'avant, même dans les engrillagements, c'était consommé. Donc, on a eu un retour très positif. Quelle conclusion en tirer? C'est une question de moyens. Il faut mettre le paquet, il faut mettre la pression, mais aussi de volonté. Au rond, le matin, les chasseurs se réunissent en rond. Je ne sais pas si vous avez déjà tous assisté. Donc, en rond, c'est là où on donne les consignes, notamment les consignes de sécurité. Chez nous, les consignes, elles sont claires. La convivialité, c'est avant la chasse et après la chasse, mais pendant la chasse, la consigne, c'est l'efficacité. On est là pour chasser, on n'est pas là pour compter les mouches ou compter les feuilles. Normalement, un chasseur, quand il va à la chasse, qui fait 2 degrés, qui fait très moche, bah, il a aussi envie de chasser et de tirer, parce qu'il ne sort pas juste pour le plaisir d'être dehors. Mais voilà, il faut aussi que le locataire de chasse, organisateur de chasse, fasse en sorte que le chasseur, qui est l'exécutant final, si on peut dire, hein, à double sens, il ait les moyens de tirer, il ait les moyens de faire ses prélèvements. Si vous êtes toujours dans des postes où vous ne pouvez pas tirer parce qu'il y a des problèmes de sécurité, de visibilité, etc., finalement, vous n'y arrivez pas. Et ça, c'est la responsabilité des chasseurs. Donc, en fait, l'organisateur de chasse, il doit vraiment avoir la volonté de vouloir prélever et de tout mettre en œuvre pour que les chasseurs, les postés, puissent le faire. Il faut aussi s'adapter sans arrêt. Les plans de chasse, il faut les adapter également, il faut les augmenter. Le mode et la stratégie de chasse, vous avez vu qu'on a beaucoup réfléchi à comment faire pour éviter de se faire avoir, tout simplement. Et c'est aussi un changement de mentalité de la part de l'organisateur de chasse qui ne se dit pas on va aller chasser aujourd'hui et on fera un résultat et on verra ce que ça donne. Là, l'objectif, c'est vraiment de partir. Aujourd'hui, on est là, on vient 5 fois par saison. C'est une chasse collective. Donc, si quelqu'un a l'occasion de faire 4 balles et de faire 4 animaux, bah, il les fait. Et surtout, il ne se dit pas il va laisser les autres animaux à son voisin, parce que son voisin, si ça se trouve, il ne les verra pas. Donc la responsabilité collective, c'est une responsabilité individuelle. Donc chez nous, on sait que 50% des postés ne voient pas de gibier. Je ne peux pas vous dire qui le matin, mais on l'annonce clairement. Ensuite, il y a 25% des postés qui verront du gibier, mais il n'y a que 15% qui pourront tirer, parce qu'ils seront suffisamment proches, ils seront suffisamment dans de bonnes conditions. Et puis finalement, le tableau, il va être fait par entre 5 et 10% des chasseurs. Donc 5 à 10% des chasseurs vont pouvoir prélever dans de bonnes conditions. Donc eux, il faut qu'ils prélèvent le maximum et la responsabilité de l'organisation du groupe, enfin la responsabilité de la journée de chasse, elle repose sur 5 à 10% des chasseurs. Donc c'est une grosse responsabilité qui demande aussi de l'entraînement, parce que si vous avez un chasseur qui n'a pas l'habitude, qui est un peu nerveux, qui n'a pas beaucoup d'entraînement, c'est problématique aussi. Donc nous, on se force à s'entraîner. On organise nos propres sessions de tir en début de saison et la participation aux sessions de tir est obligatoire pour nos membres, pour justement se donner le maximum de chances d'y arriver. Donc il y a la mise en place, la stratégie qu'on déploie. Il y a un gros facteur chance, hein, je ne vous cache pas qu'il y a un gros facteur chance. Est-ce que les animaux sont quelque part ou les animaux ne sont pas dans le territoire? Mais il y a aussi un facteur de préparation. Et puis après, il y a la nécessité de partager le constat de ce déséquilibre avec les autres acteurs, que sont les fédérations des chasseurs, les représentants de l'État, les autres forestiers, les forêts privées, les maires, les autres propriétaires. On n'aurait pas pu faire ça si la fédération des chasseurs n'avait pas été aussi consciente du problème et si on n'avait pas fait suffisamment pour montrer et pour expliquer en quoi ça posait problème. Donc il faut partager ce constat-là pour qu'on nous donne les moyens et pour qu'on le fasse. Alors maintenant, on a notre réputation qui nous précède. Sur le massif des Vosges du Nord, vous voyez, en partie Mosellane, ben, on est revenu à des prélèvements d'il y a 20 ans. On est revenu à certains endroits sur quelque chose qui s'approche de l'équilibre forêt-gibier. Il y a d'autres problématiques sur la forêt que vous connaissez aujourd'hui, le changement climatique, les hannetons. Dans les Vosges du Nord, on est très soumis aux hannetons, donc ça pose un gros problème pour le renouvellement. Mais en tout cas, pour l'équilibre forêt-gibier, le jour où on arrive à se débarrasser du problème des hannetons, on arrive à refaire de la régénération assez rapidement, parce que les conditions sont là. Mais en tout cas, voilà, il faut que tout le monde partage ce même constat et que tout le monde agisse dans le même sens. Après, une fois que vous avez fait ça sur un endroit, c'est plus difficile à reproduire ailleurs, parce que les chasseurs,
Ils ont un peu peur aussi que bah, voilà, le niveau de gibier baisse partout. Il y a d'autres massifs où il y a des problèmes et où on n'est pas encore à l'équilibre forêt-gibier. Et donc, il faut arriver à trouver, avec l'ensemble des acteurs, les bonnes solutions pour arriver à retrouver cet équilibre au plus vite. J'insiste sur le plus vite. L'OFB vous dira toujours, en cas de déséquilibre, il faut augmenter significativement les plans de chasse, les prélèvements, de 30% minimum pendant 3 ans, et seulement après, regarder. De toute façon, tant que vous voyez du gibier, c'est qu'il y en a. Et c'est que vous n'êtes pas à l'équilibre. Et le seul résultat, ce sera la végétation. Et même quand vous voyez les premiers résultats sur la végétation, là, on voyait les premiers résultats dès 2021, mais on a continué, on a encore fait 3 ans sur le lot d'à côté, où on a encore continué les prélèvements. Et là, maintenant, on peut se dire que bah, ça ne va pas redémarrer de si vite. La dynamique forestière, elle est de nouveau en place. Même si les populations, elles réaugmentent un tout petit peu, ça reste maîtrisé. Je terminerai, puisqu'on arrive à la fin de mon temps de parole, je terminerai par une petite citation. Je ne sais pas si vous savez qui l'a écrit, mais en tout cas, c'est un auteur qui est très important, un auteur américain du XXe siècle, joué à la question pour un champion, un chasseur, naturaliste, écrivain, un peu philosophe, qui a pris la succession de Emerson et puis de Thoreau. Non, c'est presque. C'est juste après, mais c'est dans la même mouvance. Donc, le but de la gestion est de fournir une marge de sécurité entre le nombre de cervidés et la capacité du milieu à les supporter. Ça date de 1930 aux États-Unis et c'est Aldo Leopold dans la gestion du gibier, un livre que je vous conseille fortement, qui est toujours d'actualité. Alors, le problème des équilibres forêt-gibier, il date d'il y a très longtemps, hein, euh, déjà, après la Révolution, c'était Duhamel de Monceau qui le disait, qu'il fallait que le seigneur il choisisse entre les latis pour protéger, soit la faune abondante. Et Aldo Léopold, il a beaucoup travaillé dessus et c'était un grand chasseur, un grand naturaliste. Et l'Almanach du Comté des Sables, par exemple, c'est aussi un de ses bouquins. Je ne sais pas si personne l'a lu, Aldo Léopold. Toutes les études de biologistes sur de la dynamique de pop, il y a une référence à Aldo Léopold. Voilà. Voilà, je vous ai expliqué quelques trucs. Il y a peut-être de nombreuses questions. Eh ben, merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment super et très intéressante. Si, il y avait beaucoup de choses à dire. Je suis désolé, je vous ai donné un peu. Non,